Alright, fait que bonjour à tous. Bienvenue en ce mercredi pour une formation d'introduction à l'analyse de malware. Fait que ça va prendre à peu près une heure, puis après ça, on va faire comme d'habitude une petite rencontre pour travailler chacun de notre bord sur le projet de lab ou autre plateforme comme TrackMe avec Devox. Fait que commençons. Puis c'est ça, ben, comme j'ai dit tantôt, le contenu est fait par Léo Mercier, puis c'est moi qui dispatche la présentation là, comme à l'université. Il y a un prof qui fait les slides, puis moi je donne le cours. Fait que, ben, qu'est-ce qu'un malware? Un malware, ben, c'est un terme en anglais qui veut dire malicious software, donc logiciel malicieux, malveillant. Puis ces malwares-là, ces logiciels-là, ben, ils ont plusieurs types. Donc on peut parler de virus qui va par exemple s'attacher à un ordi, mais qui va rester sur l'ordi. Puis on peut aussi parler, mettons, d'un worm, que lui, il va infecter un ordi, mais il va aussi essayer de se propager sur d'autres ordinateurs. Ensuite, on a les Trojan, que là, ils vont se déguiser comme un logiciel un vrai logiciel, mettons, il va se penser, il va se faire penser pour Paint ou peu importe. Puis ben, finalement, il y a quelque chose en arrière qui est un peu malveillant. Ensuite, on a des spyware. Fait que ça, c'est un virus qui va être sur l'ordinateur, mais il va être un peu discret, puis il ne fera pas nécessairement grand-chose, mais il va capturer les actions utilisateurs, comme les touches entrées sur le clavier, voler une information personnelle et autres. Ensuite, on a les ransomware, plus connus récemment. On peut parler de WannaCry. Donc, ça, c'est un virus qui, quand il va sur votre ordi, ben, il crypte tout puis il demande une rançon. Assez simple. Ensuite, il y a les adware. Donc, ça, c'est le genre de virus qui s'installe puis qui, là, vous commencez à avoir des publicités un peu partout sur votre machine. Puis là, ça vous installe genre McAfee, qui n'est pas nécessairement des logiciels voulus et autres. Fait que c'est un peu fatigant. C'est un type de virus qui n'est pas entre guillemets pas dangereux si on veut. Là. Ils ne volent pas nécessairement d'informations, mais il est très fatigant. Par la suite, on a des rootkits, que là, ça c'est un malware qui va vraiment s'installer dans le noyau, fait que le noyau Linux ou Windows, puis il est vraiment plus intégré. Ensuite, on a les botnets, fait que ben là, quand vous faites infecter par ça, votre ordinateur se ramasse dans un réseau pour faire des DOS, fait que pour juste mettre des sites down et autres. Puis finalement, on a le type de malware des keyloggers. Donc, c'est vraiment juste un logiciel qui va capturer toutes les touches entrées sur votre clavier pour, par exemple, quand vous rentrez des mots de passe et autres. Pourquoi les analyser? Ok, mettons, quelqu'un a eu un malware sur son ordi. Pourquoi est-ce qu'on voudrait l'analyser? Le mal est déjà fait, on réinstalle Windows, mais ce qui est bon quand on l'analyse, ben, c'est pour comprendre le fonctionnement du malware. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Est-ce qu'il a tout envoyé vos fichiers vers un autre serveur dans le monde? Ou est-ce qu'il a juste chiffré toutes les données puis demandé une rançon puis il voulait juste une rançon? Ou est-ce que là, vous avez peut-être mis des sites down? Peut-être qu'il minait du Bitcoin en arrière-plan aussi. Fait que c'est pour ça un peu qu'on veut analyser le malware, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il fait. Puis on essaie de le disséquer, donc de l'étudier morceau par morceau pour le comprendre. Fait que c'est comme la petite image que là, on essaie de disséquer un insecte, faite par les AI d'ailleurs. Donc, fait que l'analyser un malware, ça permet d'en maîtriser les subtilités, comme les mécanismes d'infection. Donc ça, c'est comment il a accédé à votre ordinateur en premier lieu, comment est-ce qu'il est rentré. On essaie aussi de comprendre les mécanismes de discrétion. Donc le malware, il s'est peut-être exécuté, puis il a réussi à passer sous le radar de Windows Defender ou McAfee, par exemple. Puis après ça, ben, une autre subtilité, ça pourrait être la propagation. Fait que le malware, ben, peut-être qu'il était sur votre ordi, puis qu'il s'est propagé d'une certaine façon sur un autre ordi dans votre réseau et autres. Donc, c'est toutes des techniques qu'on peut analyser des malwares. Aussi, quand on analyse un malware, on peut extraire des indices de compromission. Qu'est-ce qu'un IOC? Donc, c'est vraiment, par exemple, le fichier, l'exécutable, on peut le compiler en un hash, fait qu'un SHA-256 ou un SHA-1. Puis c'est en fait, pour faire simple, peut-être que c'est pas tout le monde qui est familier avec ça, mais c'est juste une chaîne de caractères qui représente ce fichier-là. Puis après ça, on se fait des bases de données avec les identifiants de fichiers connus. Comme ça, on sait, ben, si on envoie ça, ben, on sait que c'est tel malware, on sait que c'est tel virus, tel type de virus. Donc, ça permet de partager l'information entre entreprises et autres. On peut aussi, un IOC pourrait être aussi, par exemple, un URL, un domaine connu qui est malicieux, comme par exemple de Pirate Bay. C'est assez louche comme site pour télécharger des torrents et autres. Même une IP peut être un IOC. Donc, si on sait que cette IP-là a tout en fait des trucs louches, ben, elle se ramasse dans des bases de données puis elle est bloquée.
un peu partout. Puis souvent les IOC, c'est temporaire. Fait que, par exemple, une IP n'est pas toujours malicieuse. Un jour, elle va peut-être redevenir une IP propre parce que les IP sont allouées, désallouées, achetées par du monde. Donc c'est pour ça qu'un IOC, c'est assez volatile si on veut. Qui est-ce qui analyse les malwares? Il y a vraiment des postes comme malware researcher ou malware analyst que c'est vraiment juste ça, la tâche à faire. Mais souvent, par exemple, où ce que je travaille, ben, c'est, mettons, la Blue Team. Quand on gère un incident, on traite un incident, si l'ordinateur est affecté par un malware, ben, ça vient de notre job de justement de comprendre qu'est-ce qu'il a fait puis de l'analyser. Fait que ben, souvent, c'est plus du monde en Blue Team qui font de la gestion d'incidents qui vont analyser ça. Mais pour des malwares qui sont beaucoup plus poussés, qui se propagent beaucoup, dans le cas de, par exemple, WannaCry, ben, c'était vraiment analysé par une firme qui a fait ça puis qui ont justement trouvé comment l'arrêter et autres. Fait que commençons la théorie. Nous voulons savoir comment le malware est arrivé. Fait que tantôt je parlais d'accès initial. Ensuite, comment est-ce qu'il fait pour s'échapper aux détections et comment. Fait que quand je disais tantôt comment on s'échappe de Defender. Y a-t-il des risques de propagation? Si oui, lesquels? Fait que pour cela, ben, c'est là qu'on entre vraiment dans la grosse théorie. On va parler de tactique, technique, procédure. Fait qu'on va mettre en place certains termes. Une tactique, ça va être un objectif stratégique des attaquants, tel que l'accès initial, l'escalade de privilèges ou l'exploitation de données. Fait que c'est ça, en gros, tactique, c'est vraiment une grosse catégorie au-dessus. Pour faire simple, c'est que procédure fait partie de technique qui fait partie de tactique. Fait que la tactique, c'est un mot, c'est vraiment une catégorie, une grande catégorie, qui ensuite va avoir une plus petite technique, qui ensuite va avoir une procédure qui est vraiment plus de concret. Donc, une technique, ça va être une méthode spécifiée employée pour atteindre ces objectifs, comme le phishing ou l'exploitation de vulnérabilités. Puis la procédure, ça va être une séquence détaillée d'actions exécutées pour mettre en œuvre une technique particulière. Fait que pour résumer, par exemple, une tactique, on parle d'escalation de privilèges. Une technique, ça va être par exemple, j'en ai pas qui vient en tête. Mauvais exemple. Je vais finir par en trouver une. Ben, mettons un UAC bypass. Fait qu'on élève les privilèges, on bypass UAC, c'est un peu technique. Puis finalement, la procédure, ben, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ben là, on utilise ForDelper, qui est un exécutable sur Windows qui permet de bypasser l'UAC avec certains critères. Donc, c'est un exemple un peu de comment c'est séparé avec ces termes suivants. Comment est-ce que le malware est arrivé? Donc, là, on essaie de disséquer un peu justement les catégories que je parlais tantôt. Fait que là, on parle de initial access. Fait que, en fait, c'est que pour analyser des malwares, des fois on utilise c'est des trucs définis par le MITR. Fait que eux, ils définissent justement beaucoup de tactiques, de techniques puis de procédures. Puis ben, l'une d'elles qu'on va disséquer aujourd'hui, c'est l'initial access, fait que l'accès initial. Donc, c'est vraiment de trouver comment est-ce que le malware est arrivé dans un premier temps, comment le malware s'est retrouvé sur une machine. Puis ben, cette tactique définit toutes les techniques utilisées par un attaquant pour obtenir un point dans le réseau ou le système cible. Fait qu'un exemple qu'on voit dans la photo, c'est par exemple le phishing. Donc, vous avez reçu un email de phishing, donc un courriel qui avait peut-être un attachement malicieux et autres. Puis vous l'avez exécuté, puis ça donnait justement un accès à votre machine. Je pense qu'il y avait un exemple dans le slide après. Ouais, je me devance à chaque slide. Fait que c'est ça. Fait que le phishing, spear phishing. Spear phishing, c'est vraiment, quand on parle d'un spear phishing, c'est que c'est un phishing, mais genre vraiment précis sur vous. Fait que des fois, du phishing, ça va être des campagnes. Fait qu'ils vont envoyer un courriel à 800 personnes. Mais spear phishing, c'est que juste vous qui le reçoivez, vous êtes targeté, vous êtes quelqu'un qui a quelque chose contre vous autres précisément. Fait que ça fait assez peur. Parce que souvent, c'est moins détecté. Puis ben, c'est ça, c'est une méthode d'accès initial. Donc, par exemple, ici, on a vraiment un beau schéma qui représente cela. Fait que l'attaquant, on commence à gauche, l'attaquant envoie un courriel ciblé, se faisant passer par un collègue d'RH avec une pièce jointe qui s'appelle mise à jour des politiques RH.docx. L'employé la reçoit, il pense que c'est normal, fait qu'il ouvre le document reçu, puis Word, il demande d'activer les macros. C'est ce qui arrive encore aujourd'hui. Fait que je sais pas si vous avez déjà vu la pop-up activer les modifications ou quelque chose de similaire là, dans Word. Fait que ben, quand vous faites oui, si c'était quelqu'un d'un peu malveillant, ben là, ça active les macros. Fait que ça fait qu'il peut y avoir de l'exécution de code sur votre machine. Fait que là, accès initial.
l'exécution du macro malveillant sur le système de l'employé, qui va ensuite, dans ce cas-ci, installer un logiciel espion. Puis ce logiciel espion-là, il va communiquer avec le serveur CSE pour contrôle commande et contrôle de l'attaquant. Fait que accès à votre machine à distance. Ensuite, l'autre catégorie, essaie-t-il d'échapper aux détections? Fait que ça, c'est l'évasion de defense. Donc, il s'agit de déterminer si le malware utilise certaines techniques pour ne pas être détecté par l'utilisateur ou le système de sécurité. Donc, c'est si on essaie de bypasser, par exemple, Windows Defender, donc l'antivirus. Puis, dans cette catégorie, il y a quand même plusieurs techniques, notamment un exemple facile. Il va y avoir un exemple sur la prochaine slide. Fait que l'Impaired Defense, le titre veut vraiment pas dire grand-chose, mais quand on regarde un peu la description, ça veut dire désactiver ou modifier des outils. Donc, un exemple de cela est que, par exemple, quand on infecte quelqu'un, on ne veut pas laisser de traces nécessairement. Fait qu'on va désactiver le Event Viewer sur Windows, fait que le système de log sur Windows, parce qu'il laisse des traces. Fait qu'on peut le désactiver par un attaquant. Fait que le schéma, vous recevez un email de phishing encore une fois, vous ouvrez la pièce jointe, le macro s'exécute, parce que vous cliquez sur oui. Ensuite, le malware, dans ce cas-ci, il ajoute son propre chemin dans les exclusions de l'antivirus. Fait que dans Windows Defender, il y a une espèce de petite section inclusion. Là, dans ce cas-ci, le malware met son chemin dans les exclusions. Fait que ce qui fait qu'il peut faire vraiment ce qu'il veut sans être détecté par Defender ou autre antivirus. Fait que Defender, l'antivirus, ignore le dossier. Donc, ça permet au malware, au fichier malicieux, de collecter l'information sensible, d'envoyer les données exfiltrées à l'attaquant. Fait que dans ce cas-ci, le malware, c'est un info stealer. Fait que c'est juste un logiciel qui vole de l'information. Puis, y a-t-il des risques de propagation? Fait que le lateral movement, Fait que on parlait des types de malware de style worm. Fait que ça, c'est cette catégorie-là. Donc, comment il se propage, comment est-ce qu'il fait? Fait qu'on va aller voir un exemple des techniques associées à cela. Fait qu'on a le Remote Service, Remote Desktop Protocol. Fait que RDP est un protocole qui permet de se connecter à un ordi à distance. Fait que mettons que je suis un technicien réseau puis j'ai besoin d'aller sur tel poste pour mettre à jour le poste et autres. Puis je ne suis pas dans les services du poste. Je peux me connecter à distance avec l'IP en local. Puis ça me permet d'accéder au poste à distance. J'ai vraiment l'interface, puis je peux aller cliquer et faire autre chose. C'est un protocole très utile, qui peut être aussi utilisé par des attaquants pour justement se déplacer latéralement. Donc, cette technique décrit l'utilisation par les adversaires de comptes valides pour se connecter à un ordinateur via le protocole RDP. C'est pas mal ce que je dis. On va aller voir l'exemple dans le schéma. L'attaquant envoie un email de phishing encore une fois, il ouvre l'email, exécution des macros. Ensuite, le malware désactive l'antivirus avec un taskkill, fait qu'il fait juste tuer l'antivirus. Ensuite, le malware il récupère les identifiants administratifs dans le poste. Fait que votre ordinateur, votre mot de passe pour se connecter, il est quand même stocké dans le poste en mémoire. Ça s'appelle LSAS. Puis un outil pour l'extraire, il y a un outil qui s'appelle Mimikatz. Super pratique. Souvent, très très souvent, bloqué par Defender et autres antivirus. C'est pour ça qu'on l'a comme tué avant. Puis une fois qu'on a extrait les identifiants, là, on a votre mot de passe. Puis avec ce mot de passe-là, là, on peut se connecter sur les autres ordi dans le réseau. C'est là que la technique de déplacement latéral commence. Donc on se connecte avec les identifiants administratifs. Dans ce cas-ci, sur le poste, il y avait des identifiants administratifs. Puis on accède à un autre serveur qui est le serveur interne à partir du poste employé. Donc on migre latéralement dans le réseau. Donc, 3 exemples. On a vu 3 techniques avec 3 exemples. Ça montre les comportements qu'on peut analyser lorsqu'on analyse un malware. Puis, il y en a beaucoup d'autres. C'est là que je parlais du METR attack. Qui ont vraiment fait une genre de matrice avec plein de techniques et d'attaques de techniques et de procédures connues. Je peux même aller cliquer rapidement sur le lien qui est ici. Oh, mauvaise fenêtre. Mauvais écran. Ça ressemble à ça. Puis
il y a beaucoup plus de tactiques aussi. Tactique, on n'oublie pas, c'est le mot dessus. Il y a beaucoup plus de tactiques. Là, de tactiques, on en a vu 3. Mais par exemple, pour voir la reconnaissance, l'exécution, la persistance, discovery, lateral movement, on l'a vu. Puis ben, c'est quand même une matrice intéressante pour justement, on voit les différentes attaques, puis ça permet de peut-être rechercher dans le domaine plus en profondeur. Fait que ça fait tout pour cela. Par exemple, nous pourrions savoir s'il vole des informations par la compromission, comment il persiste sur la machine, s'il tente une relation de privilège, s'il propage, bon, c'est pas mal les tactiques qu'on a vues. Meter, Matrix, c'est bon. Quelques mots plus techniques. Donc, là, on a vu vraiment la théorie. Fait que ça, c'est le haut niveau, si on veut. Là, on se dit, bon, il y a des tactiques, on définit des tactiques puis des techniques et autres. Mais là, on va aller un peu plus technique. Fait que, comment est-ce qu'on a un malware, on a un exécutable, comment est-ce qu'on analyse? Ben, tu le rouleras pas sur ton PC. De 1. Une meilleure idée, c'est de le faire dans un environnement sécurisé. Donc, pour ça, ben, il y a des sandbox qui appellent donc des bacs à sable en français. Mais c'est vraiment juste une machine, on la crée, tu exécutes ton malware, puis après ça, on la flanche. Fait que son seul besoin dans la vie, pourquoi elle existe, c'est juste pour tester le malware puis l'exécuter, puis essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait. Fait qu'il y a une sandbox genre très très connue en ligne, ça s'appelle AnyRun. On peut l'utiliser gratuitement, assez limité, mais ça permet vraiment de faire des analyses assez rapidement. Fait que souvent, ben, c'est ça, là, mettons, où est-ce que je travaille, ben, Blue Team, ben, on trouve un malware, on n'a pas vraiment le temps de se monter une machine et autres. On prend un e-run, on roule ça, puis on voit assez rapidement qu'est-ce qu'il fait, puis on le comprend assez rapidement. Donc ça, c'est fait dans une machine, justement, qui est créée juste pour ça, puis après ça, qui est flanchée. Puis que ben, c'est un peu sécurisé. Sinon, si on ne veut pas utiliser un outil comme AnyRun, il y a certaines limitations avec AnyRun, vu que c'est une machine en ligne. Il ne nous donne pas accès nécessairement à tout. On peut se faire une machine en local, comme un Flare VM, pour analyser le malware sur Windows. Ou on pourrait aussi utiliser un Rednox pour l'analyse sur Linux. Puis c'est d'ailleurs 2 machines qui ont été déployées dans le projet de laboratoire de hacking. Puis c'est ça, ben, la VM, ben, il faut quand même prendre le temps de la setuper une fois, donc c'est quand même assez long, laborieux. Puis par la suite, dans VMware, on peut le configurer ou VirtualBox pour mettre une snapshot. Fait que la snapshot, c'est que c'est un point dans le temps. Puis après ça, on peut rouler notre malware pour dire OK, ben, tu me revertes à l'ancienne snapshot. Fait que ça permet d'avoir tout le temps un état propre avant d'exécuter un malware. Puis de ne pas avoir une machine avec 74 malware que genre t'es genre pas sûr que je peux la brancher sur le réseau. Fait que quand on fait une analyse de malware manuelle, fait que là, on veut jouer avec l'exécutable. Ça se fait en 4 phases. Donc on parle de phase statique, dynamique, basique. Statique, dynamique, qui sont 2 statiques basiques, dynamique, basique. Puis ensuite les statiques plus avancées, puis dynamiques plus avancées. Donc, statique basique, ben, c'est que là, on prend notre exécutable. Sauf que là, on ne l'exécutera pas. On veut juste l'analyser, mais de façon statique. Fait qu'on veut pas tout de suite double-cliquer dessus. On prend notre temps. Donc, ça permet de l'exécuter, d'examiner le fichier exécutable sans exécuter le code. Ça se fait rapidement. Si un fichier est déjà connu, malveillant ou non, donc si un malware est connu, ben, ça permet justement de rapidement savoir ben, c'est quoi. Ça fournit des indices généraux sur la fonctionnalité du malware, donc on permet de créer des signatures simples, rapides, mais peut manquer de comportements importants. Cependant, ben, si c'est un malware qui vient d'être créé, ça va être très peu efficace, une analyse statique basique, parce que ben, il ne sera pas connu. Fait que plus compliqué, ça va être plus l'analyse statique avancée. Donc des exemples d'outils pour faire des analyses statiques basiques. On a le DEI, fait que c'est Detect Easy, pardon, mon anglais est vraiment pas fort. Donc c'est vraiment juste un outil que si le malware, par exemple, il serait packé ou serait comme, bah, c'est ça, il est comme dans une boîte compilée, il est dans une boîte, mettons, il a été compressé et autres, ben cet outil-là, il va justement être bon pour détecter ça, puis le décompresser, puis rendre l'analyse plus facile. Puis déjà là, c'est un indice de comment le malware est fait et autres. Fait que, par exemple, si le malware a été un exemple d'outil utilisé pour compresser des exécutables, c'est UPX, ben cet outil-là va être bon pour le décompresser facilement puis le détecter. Ensuite, on a PE Studio, qui
qui fait de l'analyse statique des fichiers PE. PE, c'est pour un exécutable comme sur Windows. Là. On va garder ça simple. Donc, il va analyser les fonctions apportées et autres, les signatures, les strings. Donc, ça va permettre justement, je parlais d'un identifiant au début, le SHA-256. Ben, ça le calcule, puis ça permet de chercher rapidement sur VirusTotal ou autre s'il existe. Puis d'ailleurs, VirusTotal est aussi un peu plus en bas, plus loin. Fait que c'est ça, VirusTotal, ben, tu lui donnes un malware, puis il va déjà te dire, ok, ben, l'as-tu déjà vu et autres. Fait que c'est encore une fois de l'analyse statique basique. Un autre outil, c'est Kappa.exe, que je ne connaissais pas avant de lire les slides, qui détecte automatiquement les capacités malveillantes d'un fichier. Fait que lui, il prend plein de signatures connues, puis il analyse le malware. Fait que c'est quand même très puissant. Je ne l'ai personnellement pas utilisé, puis je vais l'essayer bientôt. L'analyse statique basique, fait qu'un exemple, à gauche, on a PE Studio. On essaie d'analyser c'est WannaCry. Fait que WannaCry, c'est le gros virus dans le temps de Windows XP, là, en fait, plus ou moins, en tout cas. Puis PE Studio, ben, il donne certains indices, comme on voit que la technologie, c'est C++. Fait que le shell, ça a été fait en C++. On peut aussi voir que la description de l'exécutable, c'est Microsoft Disk Defragmenter. Puis c'était vraiment une des façons que WannaCry se cachait un peu avec cette description-là. Puis moi, ça me fait vraiment rire parce que WannaCry, c'est un ransomware qui encrypte un PC, puis la description, c'est Disk Defragmenter. En tout cas, je trouvais ça un peu... Ils ont bien choisi leur description, mettons. Puis à droite, on a VirusTotal. Fait que si on met l'espèce de SHA-256 qu'il y a en haut dans PE Studio, puis on le met dans VirusTotal, ben, direct, il nous dit OK, ben, c'est WannaCry, puis il est flyé par 70 antivirus. Fait que un très bon outil de recherche, VirusTotal. On a un autre exemple avec PE Studio. Fait que quand on va voir dans les strings de WannaCry, ben là, on trouve très facilement l'URL qui a permis de bloquer WannaCry. Fait qu'en fait, WannaCry avait comme il y avait une kill switch. Fait qu'à un moment donné, ben, ceux qui ont créé WannaCry, ils voulaient comme l'arrêter. Je sais pas pourquoi. Puis ils avaient laissé ça dedans. Fait que ça faisait que si quelqu'un achetait ce domaine-là, puis il mettait un site dessus, mais WannaCry arrêtait. Fait que c'est comme ça qu'il a été arrêté, justement. Fait que ben, c'est quelque chose d'autre qu'on peut voir facilement dans les strings de PE Studio. Ensuite, l'analyse dynamique basique. Fait que là, on va rouler le malware. Ça consiste justement à exécuter le malware, mais pas sur votre poste, dans un environnement isolé. On va observer le comportement réel. Fait qu'on va le voir qu'est-ce qu'il fait dynamiquement, les activités réseau, processus créés. Permet de mieux supprimer l'infection ou générer des signatures efficaces. Fait que là, ben, on voit vraiment ses comportements, on le voit s'exécuter, puis ça permet justement de faire des signatures et autres. Nécessite un environnement sécurisé, encore une fois, donc on veut vraiment une sandbox, une machine virtuelle. Accessible sans connaissance approfondie en programmation. Donc on va voir ça tantôt. Peut manquer certaines fonctionnalités avancées des malwares. Fait que c'est ça, ben, quand on l'exécute une fois, peut-être qu'on ne verra pas le malware au complet. Peut-être que le malware, lui, il s'est dit je veux juste être exécuté sur une machine Windows 11, puis vous autres, vous l'avez mis sur un Windows 10, puis il ne fera pas grand-chose. C'est un exemple, par exemple, il y avait Stuxnet, qui est un malware qui avait été fait par la CIA, je pense. Puis, ce malware-là, le but, c'était juste de briser des espèces de centrifugeuses de centrales nucléaires qui faisaient de carburant pour les centrales nucléaires. J'ai oublié le nom exact. Mais tout ça pour dire qu'il pouvait aller se propager sur plein de postes, puis il faisait rien tant qu'il ne reconnaissait pas qu'il y avait une centrifugeuse branchée sur le poste. Puis une fois qu'il y en avait une de branchée, ben, il jouait comme avec les vitesses pour qu'elle se scrape plus vite, en fait. Là. Fait que c'est un exemple de dynamiquement, tu aurais pu analyser ce fichier-là, tu aurais vu, wow, il fait rien. Tandis que ben, si tu as eu ça de brancher, ben, c'est là que tu aurais vu réellement ce qu'il fait. Les outils pour faire de l'analyse basique, on parle de Procmon puis de TCPView. Fait que c'est deux outils qui sont faits par Microsoft, entre guillemets, parce que c'est sysinternal qui est comme... Au début, c'était pas Microsoft, ça a été racheté par Microsoft, puis c'est rendu Microsoft. Fait que Procmon, il permet de surveiller les processus créés sur un poste. Puis ça permet de voir, mettons, OK, le malware, le processus du malware, bon, qu'est-ce qu'il fait? Il crée-tu des fichiers? Il accède-tu à des fichiers? Est-ce qu'il fait des connexions réseau? Est-ce qu'il touche avec le registre? Est-ce qu'il crée d'autres processus, threads et autres?
Puis ça nous permet vraiment de voir sur le poste qu'est-ce qu'il fait exactement. Ensuite, il y a TCP/View, que là, il permet de voir les connexions au réseau en temps réel. Donc, Procmon, il va juste te dire, bon, il a ouvert une connexion. TCP/View, tu vas vraiment être capable de voir qu'est-ce qu'il a envoyé dans le paquet exactement. Donc, c'est utile de voir pour voir les communications, s'ils se propagent et autres. Fait que, exemple, fait que, à gauche, on a TCP/View, où on voit justement tous les paquets que l'exécutable envoie. Ça, c'est WannaCry. Donc, on voit les tentatives de connexion sur des SMB. Donc, SMB, c'est WannaCry utilise une faille SMB, puis là, c'est ça, il essaie vraiment de se propager partout dans le réseau. Fait que c'est ça qu'on voit avec TCP/View. Ensuite, à droite, on voit le Process Monitor pour voir qu'est-ce que WannaCry fait au niveau du logiciel. Puis là, on peut voir que il a chiffré des fichiers avec l'extension. Fait que là, on voit qu'il a écrit un fichier parce qu'il a lié un fichier, puis il a chiffré ce fichier-là avec l'extension .WannaCry, WNCry. Fait qu'on peut voir qu'il écrit le fichier là. Je trouve que c'est pas le meilleur exemple parce que ça, tu le remarques assez facilement quand tu vois que ton PC au complet est encrypté. Ça prend pas Procmon pour réaliser ça, je pense. Fait que ce qu'on a vu précédemment, c'était assez basique, entre guillemets. Puis là, ce qui est plus avancé maintenant, là, c'est OK, on a un exécutable, mais là, on voudrait, mettons, lire le code. Fait qu'on est tous familiers, mettons, avec C++, on écrit notre C++, on le compile, on a un exécutable. Mais là, on ne peut pas vraiment revenir en arrière pour avoir le code source. Fait que c'est là que le reverse engineering embarque. Fait que là, on essaie de comprendre, on veut revoir, si on veut, le code source de l'exécutable. Puis pour ça, là, on va lire les instructions qui sont données au processeur dans l'exécutable. Fait que c'est de l'assembleur, c'est assez dur à lire. Puis c'est pour ça que ça devient un peu avancé, si on veut. Fait que, cependant, c'est avancé, mais ça permet vraiment une compréhension précise et complète du malware. Fait que c'est vraiment... c'est ce qu'il va dire au processus de faire. Fait que si on est capable de lire ça, on comprend 100% le malware. Fait que ça prend une expertise en désassemblage, structure de données, fonctionnement interne de Windows. Puis la courbe d'apprentissage est beaucoup plus élevée. Fait qu'un exemple avec Binary Ninja, il y en a plein d'autres. C'est des assembleurs. Il y a IDEA Pro, Ghidra, Binary Ninja, Cutter, Radar 2. Dans ce cas-ci, Binary Ninja. Puis ça permet de voir, on a à gauche, on voit un peu l'assembleur, vraiment tel quel dans l'exécutable. Puis à droite, on l'a juste en format de graphe. C'est pas plus facile, c'est un peu plus facile là, vu qu'on voit les conditions et tout, mais ça reste que si on veut le comprendre, il faut vraiment se pencher dessus puis le lire tranquillement, pas vite. Puis être assez persévérant pour passer au travers. Donc, ça permet de voir vraiment qu'est-ce qu'il fait. C'est ce que le code fait en tant que tel. Mais pour reconstruire le code source initial, il faut vraiment s'y pencher longtemps. Maintenant, l'analyse dynamique avancée. Donc là, on va utiliser un debugger pour débugger l'exécutable, puis comprendre une instruction à la fois, qu'est-ce qu'il fait, puis l'avancer comme cela. Donc ça va permettre d'extraire les informations très détaillées, difficiles à obtenir autrement. Parce que là, là on a l'exécutable qui s'exécute, puis on voit vraiment une instruction à la fois, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il écrit, quel paquet qu'il envoie sur le réseau, puis qu'est-ce qui revient. Donc c'est très utile pour analyser des malwares sophistiqués. Puis même que des fois, des malwares très très sophistiqués, ils vont se protéger contre les débuggers. Fait que là, ils vont détecter si c'est un débugger, puis ils vont juste se tuer. Fait que ça devient assez complexe. J'espère que ça complète l'analyse statique avancée pour une analyse complète. Cependant, encore une fois, ça requiert une expertise technique approfondie. Donc, un exemple avec Binary Ninja qui permet d'exécuter et débugger le fichier. Donc là, c'est là où ça a vraiment de l'air pareil, mais là, le programme s'exécute. Ça paraît pas, là. Mais c'est ça. Fait que là, on voit, mettons, tous les registres du processeur, c'est quoi les valeurs qu'ils ont d'associer. Qu'est-ce qu'il y a dans la mémoire en ce moment. Puis ça permet d'explorer le code du malware en cours, l'exécution ligne par ligne. Fait que ça, on peut vraiment l'analyser en profondeur. Donc ça, on a essayé de raccourcir les parties avancées parce que c'est beaucoup plus complexe. Donc il faut vraiment s'y pencher puis comprendre cela. Donc il y a aussi plus de connaissances de base, si on veut, techniques d'informatique. Fait que connaître l'assembleur comme un troisième langage, c'est utile.
Fait que on va faire un petit regard rapide sur l'analyse avec une sandbox en ligne. Fait que dans ce cas-ci, AnyRun. Fait que c'est cool à faire, sauf que dans ce cas-ci, ben, c'est pas live, c'est une sandbox, excuse, c'est une analyse faite dans le passé qu'on va juste, on va revoir l'enregistrement. Donc, fait que c'est ça, la sandbox, ben, tu t'amuses avec le malware, puis ce qui est très pratique, c'est que notre espèce de procpun avec AnyRun, ben, on l'a directement sur le côté, puis assez détaillé. Je vais essayer de zoomer un peu, je pense qu'on voit pas grand chose. Ok. Fait qu'en bas, ben, on peut voir, excusez, sur le côté, on peut voir vraiment, on devrait voir WannaCry un moment donné. Fait que WannaCry Decryptor, c'est pas ce que je cherchais exactement. Bon, je le trouverai pas parce que là c'est live. Mais par exemple, je sais que Task SE, oups, c'est pas du tout là-dessus que je voulais cliquer. Task SE, ben, c'est un processus qui a été créé par WannaCry. Puis là, on est capable de voir dans l'espèce de hiérarchie de processus qui a été créé. Puis on peut même voir qu'est-ce qu'il a créé en dessous. Il a exécuté WannaCry Decryptor à commercial.exe. Puis sinon, ben, on peut, un autre truc, on peut voir ici les connexions au réseau. Il n'y en a pas. Sinon, ben, dernier truc que vous voulez voir, ben, si vous avez jamais vu de quoi ça a l'air WannaCry, ben, ça ressemble à ça. Fait que si vous voyez ça un jour sur votre PC, ben, dure vie. Fait que vos fichiers sont encryptés, puis il faut payer des bitcoins à une adresse. Yes. Non, c'est un logiciel vraiment. Tu parles pour exécuter. Je pense que tu peux rouler Linux. On va aller voir vite fait. Faut un compte. Je suis hésité à aller sur mon compte de job, mais non. Mais je sais que sur mon compte que j'ai accès avec ma job, oui, je peux faire du Linux. Est-ce que tu peux le faire gratuitement? Je sais pas. Fait que tu checkeras de ton côté. Fait que, ben, conclusion, l'analyse de malware, ça permet de comprendre ce qu'un malware fait. Puis, honnêtement, c'est pas mal ça. Avez-vous des questions et autres? Non? Perfect. Fait que, amusez-vous.